De nouveaux affrontements ont éclaté ce jeudi aux alentours de la résidence de l'ancien président Boni Yayi au Bénin. Des tirs à balles réels ont été entendus, bilan au moins un mort et plusieurs blessés par balle. Le leader de l'opposition au Soudan, Sadek Al-Mahdi, a mis en garde ce mercredi les meneurs de la contestation. Pour lui, il faut lutter contre toute tentative de provoquer les militaires. Le procès des assassins présumés de 2 jeunes touristes scandinaves décapités au Maroc au nom du groupe État islamique a été reporté au 16 mai, ce juste après son ouverture jeudi à Salé, ville jumelle de Rabat. Voilà pour les titres de cette édition que nous démarrons par un point de la situation au Bénin. De nouveaux affrontements ont éclaté ce jeudi aux alentours toujours de la résidence de l'ancien président Boni Yayi à Cotonou. Des tirs à balles réels ont été entendus et une personne a été tuée lors de ces manifestations. On enregistre également des blessés par balle. Reportage. Les violences sont reprises ce jeudi aux alentours de la résidence de l'ancien président béninois Boni Yayi. Si dans la matinée, la ville de Cotonou était sujette à une certaine accalmie, laissant les populations vaquer à leurs tâches quotidiennes, la situation a tout fait de changer. De nombreux affrontements ont éclaté, opposant des populations exaspérées aux forces de l'ordre qui ont fait usage de tirs à balles réelles, faisant pour l'instant au moins un mort. Déjà la veille, des échauffourées avaient éclaté un peu partout dans tout le pays. Des pertes en vies humaines auraient été enregistrées lors de ces heures de mercredi qui ont également causé beaucoup de dégâts. Dans le nord, à Kandi, l'une des principales usines de coton du pays, secteur dans lequel le président Patrice Talon a fait fortune avant de se lancer en politique, a été incendiée dans la nuit par les manifestants. Pour rappel, mardi, les anciens présidents béninois Boni Yayi et Nicéphore Soglo avaient lancé un ultimatum au chef de l'État Patrice Talon pour annuler les législatives du 28 avril dernier, les qualifiant de coup d'État électoral. Patrice Talon, élu en avril 2016, est accusé d'avoir engagé un tournant autoritaire au Bénin, pays pourtant considéré comme un modèle de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Amnesty International et de nombreuses associations locales de la société civile béninoise ont dénoncé les coupures d'Internet ainsi qu'un niveau de répression alarmant dans le pays sous l'actuel régime. Et le leader de l'opposition au Soudan, Sadek Al-Mahdi, a mis en garde ce mercredi les meneurs de la contestation contre toute tentative de leur part de provoquer les militaires. Il affirme que ceux-ci n'allaient pas tarder à transférer, comme promis, le pouvoir aux civils. Reportage. L'appel de Sadek Al-Mahdi intervient au moment où la tension est montée d'un cran cette semaine entre les militaires qui ont durci le ton et le mouvement de contestation qui a appelé à intensifier les manifestations. Je pense qu'il y a certains signes que certains d'entre les militaires ont été provoqués par certaines déclarations de l'opposition qui semblent dénigrer leur rôle. Nous devons reconnaître leur rôle. Si nous provoquons l'opinion publique islamique et provoquons les forces armées qui ont contribué au changement, nous allons nous attirer des ennuis. Je pense, oui, que les membres de l'armée vont remettre le pouvoir exécutif à un gouvernement civil si nous présentons une forme crédible et viable de gouvernement civil. Le dernier Premier ministre démocratiquement élu au Soudan, Sadek Al-Mahdi, avait été évincé en 1989 par Omar El-Béchir, qui s'était emparé du pouvoir par un coup d'État soutenu par les islamistes. Plusieurs fois forcé à l'exil, il n'a cessé de s'opposer politiquement au président déchu, désormais emprisonné à Khartoum. En janvier, il avait apporté son soutien au mouvement de contestation déclenché par le triplement du prix du pain le 19 décembre, le jour de son retour au pays. Si on laisse les choses traîner, ce sera le chaos. Et cela signifie donner toutes les munitions pour un éventuel contre-coup.
Une feuille de route devra suivre les jours suivants. Mais la réelle manifestation de ce à quoi nous aspirons pourrait prendre des semaines. Il ne s'est pas prononcé sur son rôle exact dans les négociations ou sur sa participation à un futur gouvernement de transition, même si son poids politique est à ce jour incontesté. Les belligérants au Soudan du Sud se réunissent ce jeudi et vendredi à Addis Abeba, en Éthiopie, à l'appel du bloc régional Est-Africain, IGAD. Objectif, relancer l'accord de paix signé en septembre 2018 dans la capitale éthiopienne. Un accord actuellement dans une impasse. L'organisation régionale Est-Africain IGAD tente de relancer l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba entre les belligérants dans la crise au Soudan du Sud. Les différentes parties dans cette crise se réunissent jeudi et vendredi dans la capitale éthiopienne pour trouver une solution à l'application du dit accord actuellement dans l'impasse. Cet accord prévoyait une période de transition s'achevant le 12 mai, à l'issue de laquelle un gouvernement d'unité nationale devait être formé. Mais sa mise en œuvre a pris beaucoup de retard et gouvernement et rebelles sont en profond désaccord sur l'attitude à adopter. Le gouvernement sud-soudanais, dont le porte-parole a fait savoir que le président Salva Kiir ne se rendrait pas à Addis Abeba, est déterminé à ce que le calendrier initial soit respecté et entend faire porter la responsabilité d'un échec à la rébellion. Le chef rebelle Riek Machar, attendu lui dans la capitale éthiopienne, doit redevenir vice-président selon les termes de cet accord. Mais estimant que sa sécurité ne serait pas assurée à Djouba, il a demandé un report de 6 mois pour la formation du gouvernement d'union nationale. Il s'agit de la 3e tentative de faire travailler ensemble Salva Kiir et Riek Machar, dont la rivalité a déclenché en décembre 2013 une guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et déplacé plus de 4 millions de Sud-Soudanais. En Afrique du Sud et dans le cadre des prochaines élections législatives, l'ADA, principal parti d'opposition, dévoile sur une façade gigantesque son nouveau slogan honorant la vision de Mandela de construire une Afrique du Sud pour tous. Votez DA, un slogan qui a de quoi étonner vu l'histoire du parti. Reportage. À l'approche des élections générales du 8 mai, le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, l'ADA, se réapproprie le rêve de Nelson Mandela, héros du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 et d'une nation tout entière. Oui, je sais que Madiba était un homme de l'ANC, mais l'organisation qu'il dirigeait n'existe plus, affirme le chef de l'ADA, Moussi Maïman, accusant l'ANC d'avoir tourné le dos à quasiment presque tous les idéaux du premier président noir du pays. En défendant la vision de Madiba, l'ADA tente de se défaire de son image de parti de la minorité blanche qui a soutenu le régime de l'apartheid aboli il y a 25 ans. En campagne, le jeune dirigeant souriant et facile à aborder en t-shirt aux couleurs de son parti, bleu et blanc, veille à être entouré de militants et de cadres noirs. Quand vous regardez les listes électorales, l'ADA est le seul parti où il y a une diversité entre noirs, blancs et couleurs. Alors qu'à voir celle de l'ANC, on se demande si elle reflète tous les gens de ce pays, assure-t-il. Depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994, l'ADA a enregistré une progression constante. 2% des voix en 1994, 10% en 1999, 12% en 2004 et 22% en 2014. En 2016, elle a même décroché le contrôle de plusieurs grandes municipalités du pays, notamment Johannesburg et Pretoria, profitant des scandales éclaboussant l'ex-président Jacob Zuma. Ce dernier a depuis été remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis de nettoyer l'ANC. Je l'annonçais en titre, le procès des assassins présumés de 2 jeunes touristes scandinaves décapités dans les montagnes de l'Atlas au Maroc au nom du groupe État islamique a été reporté au 16 mai, juste après son ouverture ce jeudi à Salé. C'est une ville jumelle de la capitale, Rabat. Les images.
Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Oeland, une Norvégienne de 28 ans, ont été tuées, égorgées et décapitées dans la nuit du 16 au 17 décembre dernier sur un site isolé du Haut-Atlas où elles campaient. Un total de 24 accusés, dont les 3 meurtriers présumés, sont arrivés devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Salé pour être jugés pour apologie du terrorisme, atteinte à la vie de personnes avec préméditation ou constitution de bandes terroristes. En tenue traditionnelle salafiste ou en jogging, ils semblaient décontractés. Le procès a été immédiatement renvoyé à la demande des avocats pour mieux prendre connaissance du dossier. Ceux qui sont impliqués directement dans le crime risque théoriquement la peine de mort. L'un des avocats des parents des victimes qui se sont constitués partie civile a indiqué avant l'audience qu'il comptait demander la peine de mort pour les assassins, même si les pays d'origine des victimes y sont par principe opposés. Les 3 meurtriers présumés et un de leurs compagnons avaient dans la foulée de la diffusion de la vidéo du meurtre prêté allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Des pétitions réclamant la peine de mort pour les assassins ont été lancées sur Internet. Des condamnations à la peine capitale sont toujours prononcées au Maroc, mais un moratoire est appliqué de facto depuis 1993 et son abolition est en débat. Au Sénégal, pour finir, 750 000 personnes sont touchées par des maladies rénales. Chaque année, 1000 à 2000 personnes se retrouvent au stade le plus critique par manque de soins, ne disposant pas de ressources financières pour y accéder. À travers ce reportage que nous vous invitons à suivre, vous allez découvrir la dure réalité à laquelle se heurtent les personnes atteintes de maladies de reins au Sénégal. Dans le village de Darussalam Baye, Hadim et ses oncles viennent se recueillir sur la tombe de la mère de Hadim, morte à 49 ans à cause d'une insuffisance rénale qu'elle n'a pas pu soigner. Elle était restée 20 jours au lit sans être dialysée, faute de place dans les hôpitaux publics, faute d'argent pour se soigner dans les hôpitaux privés, où une séance de dialyse est facturée à 65 000 francs, soit plus que le SMIC au Sénégal. La maladie des insuffisances rénales, c'est dur. C'est dur au Sénégal. Si les pauvres ont cette maladie, tout le monde en mange parce qu'on n'a pas de moyens de le soigner. Personne ne le soigne. Si tu ne payes pas, on ne te prend pas. Ce cas n'est pas unique. Amidou Diallo est retraité. Comme plusieurs malades d'insuffisance rénale, il a connu l'enfer de la dialyse. Sans l'aide de sa sœur, il n'aurait pas pu être soigné pendant 8 ans dans un centre privé. Désormais, avec son association, il tente de lever péniblement des fonds pour venir en aide aux malades d'insuffisance rénale. Le Sénégalais moyen, c'est le SMIC. Le SMIC est de 65 000 francs par mois. Si on demande à un SMICard de payer 840 000 francs par mois, ça fait à peu près 9 millions par an. Mais il ne peut pas. Donc, au lieu de faire ces 3 séances de dialyse hebdomadaires, il fait une dialyse chaque 15 jours, puis une dialyse par mois. Il grossit, il l'enfle et il meurt. Au Sénégal, 750 000 personnes sont touchées par des maladies rénales. Chaque année, 1000 à 2000 personnes se retrouvent au stade le plus critique. Et c'est sur cet élément de notre correspondant à Dakar que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.